9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark. Les Français aussi peuvent vendre un projet à Netflix. Série documentaire disponible depuis hier sur la plateforme World's Most Wanted. 5 grands criminels en cavale, pas forcément connus du grand public. C'est pas Dupont de Ligonnès. Non, ce sont des internationaux. Le boss de la mafia sicilienne, le nouvel homme fort du cartel de la drogue mexicain, le boss de la mafia russe, du lourd. Il court toujours à un prêt, on va en parler. Une coproduction Nova Production TV et Première Ligne pour Netflix. On va d'abord écouter la bande-annonce et on vous l'a laissé en VO parce que ça en jette. Felicien Kabuga is among the world's most wanted criminals. Mechanisms need to be put in place to prevent movement of these perpetrators. Interpol's looking for her, CIA, MI5, they're all looking for her. Effettuiamo delle intercettazioni telefoniche, piazziamo delle telecamere. She was planner, she was motivator, she was organizer. She understood the nuances of avoiding observation and surveillance. I think she got a kick out of it. World's Most Wanted. Et puisqu'il y a série, il y a showrunner. Bonjour Jérôme Fritel. Bonjour. Bon, showrunner, on dirait quoi en français? Producteur exécutif, quelque chose comme ça? On dirait directeur de la collection. Directeur de la collection, excusez-moi. Quel a été votre rôle précisément? Bon, en fait, c'est un travail de rédaction en chef, c'est-à-dire que vous êtes là pour travailler avec les réalisateurs. Chaque documentaire est réalisé, en l'occurrence, par des réalisateurs qui étaient déjà très confirmés. Donc, vous êtes là pour discuter avec eux au niveau de l'enquête, faire des choix, et puis surtout pour faire l'interface avec la grosse machinerie de Netflix que vous avez en face de vous, et qui est un travail quasiment quotidien aussi, parce que Netflix est un partenaire formidable, mais très exigeant, et qui aime savoir exactement où sont vos équipes de tournage en permanence, et donc vous devez les alimenter en information. On salue les cigales derrière vous. L'aspect international qu'on décrivait, qu'on a entendu dans la bande-annonce, c'était une condition sine qua non pour vendre à Netflix. Ça passait par là, non ? Et ça faisait partie de l'idée de départ. Alors il faut rendre à César ce qui lui appartient. Le créateur de la série, qui a eu l'idée originale, il s'agit de Thomas Riby de Nova Production. Et l'idée de départ justement était de s'intéresser aux criminels internationaux les plus recherchés, de faire un casting global à l'image de Netflix, qui est une plateforme globale. Et effectivement, il n'y a pas de personnage français dans cette série, parce que il n'y a pas de Français qui dirigent des organisations criminelles internationales. Ce projet, quand vous arrivez, quand vous dites bonjour Netflix, ce projet, vous l'avez clé en main, vous avez tout, vous avez les synopsis, vous avez les budgets, vous avez tout? Le projet, non. Au départ, on a une intention, une idée, les cinq profils, la sélection des 5 criminels, et puis le projet est adressé à Netflix, et là il y a une réactivité absolument incroyable de la part du directeur des documentaires de Netflix, qui était à l'époque Diego Buñuel. Ça aide. Ça aide, c'est un Français, il nous connaît, on se connaît, on a déjà travaillé ensemble, il connaît les gens qui sont derrière le projet. Et là, il répond en moins de 24 heures en disant « ça nous intéresse ». Justement, ce côté international et global d'histoire criminelle, true crime story, comme disent les Américains, c'est-à-dire d'enquête internationale autour de crimes et de fugitifs. Et à partir du moment où il nous dit « ok, ça nous intéresse », là, on commence à travailler avec eux. Alors on a travaillé pendant plusieurs mois, mais le casting des personnages n'a pas changé et l'intention de départ n'a pas changé. Ce qui les intéressait, c'était qu'on raconte des traques, des chasses à l'homme ou des chasses à la femme, parce qu'en l'occurrence, il y a une criminelle parmi ces 5 portraits. Je signale d'ailleurs que Diego Buñuel a depuis quitté Netflix et a été nommé directeur des programmes de France Télé. Vous évoquiez, Jérôme Fritel, la grosse machinerie Netflix. Probablement qu'il y a aussi des codes. Il faut accepter quelques codes. Est-ce que vous pourriez les formuler précisément, même si ça passe par des petits détails ? Alors, effectivement, Netflix est une entreprise anglo-saxonne et ils ont des codes pour raconter les histoires qui sont assez différents des codes que nous avons, nous autres Français. Alors, on ne doit jamais annoncer ce qui va se passer à l'avance. Le téléspectateur doit le découvrir par lui-même. Il s'agit de faire monter le suspense, de décrocher régulièrement
pour à ce moment-là alimenter avec des éléments de portrait ou des anecdotes particulières et reprendre la traque, reprendre la narration, toujours pour ménager l'effet de suspense. Et donc c'est ce qu'ils appellent le storytelling à l'anglo-saxonne. Ils sont les meilleurs pour raconter ça. Donc c'est vrai qu'on a dû apprendre cette manière de raconter les histoires, on a dû s'immerger dans cette narration, et donc la série est un peu un mélange de deux ADN. D'une part, notre culture journalistique à nous, tous les réalisateurs sont des journalistes extrêmement expérimentés, qui connaissent les terrains de conflit ou les investigations compliquées, et puis donc cette culture journalistique, il fallait la marier avec la culture de la narration, un peu comme des thrillers, des Américains. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi dans cette série, c'est mélanger nos deux cultures, et voilà, il s'agit d'histoires d'enquête journalistique racontées comme des thrillers. On parle argent, on parle pépette, 2 secondes. Est-ce que cette série, vous auriez pu la produire sans les moyens Netflix, Jérôme Fritel ? Je pense que ça aurait été compliqué. D'ailleurs, au départ, cette série avait été proposée à des chaînes françaises. Moi, j'étais pas encore dans la boucle. Et en fait, il y avait eu des réponses négatives. Mais c'est vrai que c'est une série ambitieuse, internationale. On a envoyé des équipes un peu partout dans le monde. D'ailleurs, je me souviens au départ, quand on a fait la liste des pays où on allait devoir tourner, les gens de Netflix qu'on avait face à nous, sur des écrans, pendant nos réunions hebdomadaires, et nous ont dit, mais attendez, on n'est pas une agence de voyage quand même. On a envoyé des équipes en Somalie, au Kenya, au Mexique, au Rwanda. Enfin voilà, on a sillonné le monde à la recherche de ces fugitifs. Quel budget ? Plusieurs millions d'euros, je dirais. Mais je vais vous dire encore une fois, je suis pas le meilleur placé pour ça, parce que moi, j'étais pas du tout dans les négociations budgétaires entre producteurs. Et je n'étais pas producteur. Oui, vous avez dû en entendre parler quand même, donc vous nous dites plusieurs millions d'euros. 5 grands criminels qui donnent des sueurs froides à Interpol et à tous les services secrets les plus recherchés au monde. Wanted, 4 en réalité, car entre-temps le Rwandais Félicien Kabuga est tombé. On va entrer dans le fond de ces documentaires, une production donc Nova, production TV et première ligne pour Netflix, c'est dans 2 minutes à peine. Merci. Il règne sur des systèmes mafieux, russes ou siciliens, ou sur un énorme cartel de drogue mexicain. Ils ont sur la conscience bien des victimes jusqu'au génocide. Ils échappent toujours à la police et donc à la justice, bien qu'étant activement recherchés partout dans le monde. Il y a même une femme, on l'a dit, dans le lot, la veuve blanche. On va en parler dans un instant. Jérôme Fritel, on va commencer par celui qui a fini par tomber entre-temps. C'était il y a à peine 3 mois. Félicien Kabuga, un vieux monsieur accusé d'avoir financé le génocide des Tutsis au Rwanda. 26 ans de cavale et un jour on le trouve. Du coup, il a fallu évidemment refaire ce document, en tout cas rectifier ce documentaire que vous lui consacrez dans la série. Alors effectivement, c'est un cas de figure qu'on avait envisagé tout au long de ces enquêtes. Qu'est-ce qu'on va faire si quelqu'un se fait arrêter ? Et avec Netflix, on avait décidé d'intégrer ça. Alors, Félicien Kabuga, qui est le financier présumé du génocide rwandais, a lui été arrêté à Asnières-sur-Seine, c'est-à-dire pas très loin. On a sillonné le monde à sa recherche et en fait il était juste caché à Asnières. Donc ça se passe à la mi-mai et les documentaires étaient déjà livrés depuis 5 mois. Et donc on a appelé Netflix, on leur a dit attention, breaking news, il vient de se faire arrêter, on vous propose de vous fabriquer un épilogue, 2-3 minutes d'épilogue, qu'on a fait donc pendant le confinement, au mois de mai. On a récupéré des images, on a interviewé le colonel de gendarmerie français qui a procédé à l'arrestation de Kabuga. Et on a rajouté ça à la fin du film. Et Netflix, les équipes de Netflix, qui étaient déjà dans la traduction des documentaires en 150 langues, ont accepté cette souplesse, cette réactivité. Et donc on a pu intégrer l'arrestation de Félicien Kabuga à la fin du documentaire. Voilà, c'est le seul. Sauf cynisme, Jérôme Fritel, en cas d'autres arrestations, il n'y avait plus de série. Alors effectivement, si les 5 avaient été arrêtés, ça aurait été un peu compliqué. On aurait sans doute dû changer le titre de la série en disant les 5 arrestations à ce moment-là. Alors Félicien Kabuga, son histoire telle que vous la racontez, on va écouter un extrait. Constat, les grands criminels sont intelligents. C'était un homme d'affaires très intelligent. Il savait qui acheter, il savait aussi qui était en mesure de le protéger.
Félicien Kabuga fait partie des 5 ou 7 criminels les plus recherchés dans le monde entier. Sa tête est mise à prix 5 millions. Félicien Kabuga, c'est un personnage exceptionnel, à la fois de cruauté et de perversité. C'est pour ça que je ne me pardonnerai jamais qu'il nous ait échappé. 26 ans de cavale et une arrestation finalement à Asnières-sur-Seine, pas très loin de Paris. Ça, c'est l'épisode numéro 2. Le premier épisode raconte le nouveau maître du cartel de drogue mexicain, le successeur d'El Chapo. Tout l'opposé de son prédécesseur, cet Ismael Zambada Garcia. Lui, c'est l'invisible, zéro trace. Il a 73 ans et c'est Paul Moreira qui signe ce documentaire. Comment a-t-il travaillé du coup pour raconter quelqu'un qui est invisible ? Alors, c'était la principale difficulté. Ismael Zambada, dit El Mayo, est un fantôme. Il existe 2 photos ou 3 photos de lui, et c'est tout. Donc effectivement, en termes d'archives, on était un peu court. Il a enquêté autour du cartel de Sinaloa. Il a même plongé pendant plusieurs jours dans la vie du cartel de Sinaloa, rencontrant les hommes de main d'El Mayo, et notamment ceux qui sont chargés de sa sécurité. Et puis il a beaucoup travaillé aussi avec les agents des narcotiques américains, la DEA, qui ont passé leur vie, dont certains ont passé leur vie à traquer El Mayo. Et là, on raconte une histoire extraordinaire. En fait, on se rend compte que ce fameux El Mayo, que personne ne connaît, ni de nom, ni de visage, en fait, était l'autre face du cartel de Sinaloa. Le visage le plus visible était le El Chapo Guzman, qui lui aimait beaucoup se montrer, a même donné une interview à Sean Penn. Et en fait, on se rend compte que, sans doute, El Chapo a été sacrifié par son associé parce qu'il le trouvait trop visible et que c'était mauvais pour le business. Ah oui, non, il n'y a pas de tendresse dans ce monde-là. Pareil pour les boss de mafia, qu'elles soient russes ou siciliennes, c'est compliqué à travailler, ça peut même être dangereux parfois. Écoutez, on a fait très attention, mais c'est vrai que vous rapprochez de gens qui ont quand même dans leur CV plusieurs centaines d'assassinats. Si on prend le parrain italien, qui est l'héritier de Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, c'est le dernier parrain sicilien au sens où on l'entend, celui qui était immortalisé par les films de Coppola ou de Scorsese. C'est un tueur né, d'ailleurs il se vante, il dit avec tous les gens que j'ai tués, je pourrais remplir un cimetière. Donc, vous essayez de travailler en faisant attention à pas trop vous exposer, mais de toute façon, on n'est jamais remonté jusqu'à lui. Vous imaginez bien que si toutes les polices du monde sont à ses trousses, c'est pas nous, simples enquêteurs, qui allons pouvoir le retrouver. Sur un malentendu. Sur un malentendu peut-être. Après, faut-il encore le reconnaître? Parce qu'encore une fois, lui, la dernière photo publique date d'il y a 25 ans. Donc depuis, il s'agit de portraits robots en faisant vieillir la photo pour imaginer quel visage il pourrait avoir aujourd'hui. Donc voilà, c'est difficile. Après, on savait, enfin, les policiers italiens, les enquêteurs, les procureurs anti-mafia pensent qu'ils se cachent toujours en Sicile. Parce qu'en général, ces criminels, pour rester en cavale aussi longtemps, pour échapper à toutes les traques, s'entourent de leurs proches. Et quand on dit proches, on a quelques hommes de main, mais surtout la cellule familiale. Que ce soit les enfants, les cousins, l'épouse. On se rend compte qu'en fait, c'est leur meilleure protection et aussi leur point faible. Jérôme Frutel, rapidement s'il vous plaît pour terminer, cet exemple assez incroyable de la veuve Blanche, veuve d'un des kamikazes des attentats de Londres en 2005, qui réapparaît, on la retrouve en Somalie avec les Chebab, enfin on la retrouve et on la retrouve pas, c'est un exemple assez terrifiant aussi. C'est un exemple terrifiant. Elle a un visage d'ange. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. C'est une jeune Anglaise au teint de rose, aux yeux bleus, qui a basculé, qui s'est convertie à l'islam et qui a basculé dans le djihadisme. Et effectivement, son métier, en fait, c'est d'épouser des kamikazes. Donc, elle a déjà eu plusieurs maris avec qui elle a eu des enfants. Et alors, l'un s'est fait sauter dans le métro de Londres en 2005. L'autre a commis des attentats terroristes au Kenya. Et aujourd'hui, on dit d'elle qu'elle se cacherait en Somalie, que ce serait l'épouse d'un des Chebab. Les Chebab, c'est une formation de djihadistes qui se cache dans l'est de la Somalie, une zone de non-droit où personne ne peut aller. Alors on sait que tous les services de renseignement britanniques sont derrière elle, même s'ils veulent pas s'exprimer évidemment, mais
ça montre qu'il existe encore des trous noirs dans cette planète où les criminels peuvent se cacher parce que personne n'ira les chercher là-bas. Et cette Samantha Liu West, surnommée la veuve blanche par la presse britannique, est l'illustration de cette trajectoire absolument incroyable de la jeune écolière britannique qui devient l'une des femmes les plus recherchées au monde. Merci beaucoup, Jérôme Frutel. Vous pouvez couper les cigales maintenant. World's Most Wanted, série documentaire à voir. C'est en ligne sur Netflix et c'est quand même la classe. Merci beaucoup. Un peu